Qui tient la mer, tient le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. C'est en ces termes que l'explorateur anglais et fondateur de la colonie de Virginie, Walter Raleigh, résuma l'histoire mondiale des empires et des grandes puissances. Que ce soit d'ailleurs un Anglais qui prononce cette phrase ne pouvait pas être le fruit du hasard. L'Angleterre, c'est la mer, et le plus grand empire qui se soit construit sur les mers dans toute l'histoire, c'est sûrement l'Empire britannique. En fait, le passé a fourni l'exemple de deux grandes catégories d'empires, les empires terrestres et les empires maritimes, en d'autres termes les tellurocraties, du latin tellus, telluris, la terre, et les thalassocraties, du grec thalassa, la mer. Parmi les grands empires historiques qui se soient bâtis par la conquête des terres, l'empire d'Alexandre le Grand bien sûr, au IVe siècle avant notre ère, qui devait s'étendre de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. L'empire mongol de Gengis Khan au XIIIe siècle, qui avec ses 23 millions de kilomètres carrés est le plus étendu de toute l'histoire humaine. À l'ère moderne, on peut citer à la fois l'empire napoléonien et le Troisième Reich. Tous ces empires ont pour caractéristique de s'être constitués par la conquête des terres et d'avoir été en comparaison à d'autres, en tout cas relativement peu actifs en mer. Mais ces empires terrestres ont aussi pour caractéristique d'avoir été éphémères. Les points communs des 4 empires que j'ai cités, en plus d'avoir été assemblés par des hommes de fer, à l'autorité despotique, et de reposer sur une base fondamentalement non libérale et non démocratique, ont en effet pour particularité de ne pas, ou presque pas, avoir survécu à leurs dictateurs. Aussitôt formés, ces gigantesques masses géopolitiques se sont rétractées ou se sont carrément effondrées. Or il se trouve que, pas dans tous, mais dans la majorité des cas, les grands empires terrestres qui se sont formés se sont retrouvés brutalement opposés à un grand empire maritime en face d'eux, reposant sur la domination des mers, par une flotte commerciale et militaire impressionnante. Et dans presque tous les cas, dans ce genre de configuration, c'est l'empire maritime qui finit par gagner. Car en effet, les grands empires maritimes de l'histoire reposent presque tout le temps sur des bases plus durables que les empires terrestres. Ils n'ont pas tant fonction à la domination par la conquête militaire qu'à la domination par l'emprise économique et culturelle. En d'autres termes, les thalassocraties, donc les empires maritimes, visent le long terme, là où les tellurocraties reposent sur l'élan, la vitalité, le court terme. Il faut dire que les thalassocraties ont un avantage non négligeable dans la construction progressive de leur domination. Là où les empires terrestres réalisent leur domination depuis un point central, et toujours continental, Paris, Berlin ou Moscou par exemple, les empires maritimes ont souvent la chance de se constituer à partir d'un espace légèrement en retrait, souvent une île, en tout cas séparée des autres grands centres mondiaux par la mer. Et c'est en fait leur relatif isolement qui va devenir une force, comme ça a été le cas de la Grande-Bretagne évidemment, mais aussi des États-Unis ou encore du Japon. Cette théorie de l'opposition thalassocratie-tellurocratie, c'est un géographe britannique, et oui encore un anglais, Halford John Mackinder, fondateur de la géopolitique, qui l'a inventé afin d'essayer de comprendre pourquoi l'Angleterre avait atteint ce niveau de domination mondiale au début du XXe siècle et comment faire pour maintenir l'hégémonie du Royaume-Uni et des États-Unis sur le monde. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai choisi de m'appuyer plus particulièrement sur un livre, Une histoire des empires maritimes de Cyril Coutançais, paru en 2013, un petit livre très synthétique et passionnant que je recommande à tous. Mais commençons sans plus tarder l'histoire des grands empires maritimes en remontant jusqu'à l'Antiquité. Et le premier laboratoire des grandes expansions maritimes, c'est la mer Méditerranée. L'historien Fernand Braudel a consacré une large part de son œuvre à l'étude de la Méditerranée et pourquoi ce lieu avait été un moteur majeur du développement des puissances, mais plus globalement des civilisations. Le premier empire maritime, si on peut employer ce terme, c'est la civilisation crétoise, sous le roi Minos, qui a tissé un vaste réseau commercial de la Sicile au Levant, c'est-à-dire la côte orientale de la Méditerranée. L'île de Crète, bientôt trop petite pour le volume de ses productions économiques, délocalise notamment sa production d'huile d'olive et de vin dans le Péloponnèse, donc la Grèce continentale, provoquant à la fois son apogée et sa chute, puisque la ville de Mycène, située sur cette même péninsule, rejoint puis dépasse en prospérité et en puissance la civilisation minoenne. En moins 1200, ces deux sœurs ennemies, tout comme l'empire hittite en Anatolie d'ailleurs, sont décimées par un phénomène inconnu, mais il est bien possible qu'il s'agisse de l'invasion de peuples qu'on appelle les peuples de la mer. Ce sont ainsi les Phéniciens, civilisation située sur les rives des actuels Liban et Syrie,
qui profitent de ce chaos global et récupèrent entre guillemets les marchés méditerranéens orientaux. Mais ceux-ci vont s'étendre jusqu'en Méditerranée occidentale, fondant de nombreuses colonies dont la plus célèbre d'entre toutes, Carthage, mais exploitant aussi les nombreuses carrières d'Ibérie, l'actuelle Espagne. Leurs centres urbains du Levant sont Byblos, puis Tyr et Sidon. La nouveauté de cet empire est d'établir une véritable connexion entre les terres, donc jusqu'à la Mésopotamie, et la mer. Il profite de l'absence maritime des Égyptiens, dont le culte du Nil ne les fait naviguer presque que sur ce fleuve, et fait qu'ils s'étendent peu en Méditerranée. Mais vers la moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, la Phénicie décline au profit de son ancienne colonie carthaginoise. Entre moins 250 et moins 150, l'époque des guerres puniques, la Sicile devient un lieu majeur pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. C'est à la fois un grenier à blé et un point de surveillance majeur des trafics, et c'est la perte du contrôle sur cette île qui va déterminer l'ascension de Rome et le déclin de Carthage. Il est donc bien important de retenir que dans les grandes guerres de domination de l'Antiquité, le contrôle de la Sicile particulièrement a été une clé majeure pour imposer son ascendant sur les différentes puissances. Car le blé, c'est un peu le pétrole de l'Antiquité. Les puissances qui dominent en mer, si elles en émettent la volonté claire, sont celles qui contrôlent les greniers à blé. Les premiers espaces majeurs du monde grec sont ceux d'Anatolie occidentale, notamment de Ionie, avec la ville de Phocée. On a d'ailleurs déjà vu cette influence de l'Ionie dans les débuts de la Grèce antique, dans la toute première vidéo d'Historiapolis, dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Influence qu'on avait plutôt abordée sous l'angle de la pensée, des mythes et de la philosophie. Toujours est-il que, sur le plan stratégique, ces régions contrôlent la mer Noire, du Caucase, avec ses mines de fer, au bassin du Don, déjà important dans la production de blé. Ce tropisme septentrional inaugure une longue tradition de comptoirs de commerce grec en mer Noire, qui dure encore aujourd'hui. De nos jours, il y a toujours un certain nombre de communautés grecques disséminées tout le long des côtes de la mer Noire. Cependant, l'expansion de la Perse en Anatolie et la pression qu'elle exerce sur les cités grecques va les pousser vers moins 700, moins 600 à fonder des colonies à l'ouest. C'est le cas de Phocée avec Marseille, Nice, Agde et Antibes, et de Corinthe avec Syracuse en Sicile. La région de Corinthe et de l'Attique montre alors déjà l'importance de son positionnement stratégique, ouverte tant sur l'Adriatique par le golfe de Corinthe que sur la mer Égée. Les guerres médiques, dans les années moins 480, sont l'un des premiers exemples d'un conflit entre puissances maritimes et puissances continentales. Dans cette guerre, les Grecs représentent la thalassocratie et les Perses la tellurocratie. Ces guerres vont consacrer l'ascension d'Athènes. La Perse, en dépit de son alliance avec Carthage, n'arrivera jamais à poser durablement le pied sur les rives occidentales de la mer Égée, car l'espace maritime est totalement contrôlé par les Grecs, qui disposent d'une avance technologique considérable, procurée notamment par la trière ou trirème, qui est une galère de combat. Parmi les batailles majeures des guerres médiques, la bataille de Marathon, au sol, mais surtout la bataille de Salamine, en moins 480, en mer. Ces deux batailles sont toutes les deux remportées par les Grecs. Mais le grand défaut d'Athènes, c'est son éloignement des espaces d'approvisionnement en blé. Elle-même doit se fournir en mer Noire, et face à son impérialisme symbolisé par une ligue de Délos de plus en plus oppressante, Sparte va réussir à briser les voies d'acheminement du blé. Les guerres du Péloponnèse, dans les 30 dernières années du 5e siècle avant Jésus-Christ, vont fournir un nouvel exemple d'affrontement terre-mer, cette fois-ci remporté par la tellurocratie spartiate. Ensuite, la vertu d'Alexandre le Grand, dans les années moins 330, a été de porter le regard des Méditerranéens vers l'Est. Les routes du commerce avec l'Inde se sont ouvertes avec lui. Après sa mort, l'Égypte, enfin, développe ses ports sous l'influence grecque, sur la Méditerranée avec Alexandrie, et sur la mer Rouge avec Arsinoé, aujourd'hui Suez. Cependant, l'Égypte, déjà sur le déclin, ne parviendra jamais à se constituer en empire maritime, alors qu'elle en avait potentiellement toutes les qualités. Le rapport de Rome à la mer est très paradoxal. On connaît évidemment l'expression Mare Nostrum, notre mer, qui laisse entendre que les Romains auraient été tellement dominants en Méditerranée qu'ils auraient conçu cette mer quasiment comme leur propriété. Mais les Romains n'ont en réalité jamais été très attirés par la mer, et ce n'est que par nécessité qu'ils se sont résolus à la contrôler. Influencés par les Grecs, ils améliorent leur marine afin de dominer Carthage,
initialement dans l'unique but de garder la main sur la Sicile. Concernant la Méditerranée orientale, c'est dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ que les Romains s'y intéressent. Le contexte est celui de la lutte des Diadoques, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre le Grand, dans un grand empire qu'il a laissé désormais morcelé. Plusieurs empires s'affrontent, mais aucun ne semble capable de remporter l'hégémonie. Il y a notamment l'empire séleucide, sur les anciennes terres de Perse, de Babylone et jusqu'à l'Anatolie à son expansion maximale, la Macédoine de Philippe V et les Lagides ou Ptolémaïques en Égypte. Par ailleurs, les cités grecques s'organisent pour beaucoup en ligues, dont la fameuse Ligue achéenne, qui fait appel à Rome pour établir l'ordre. Ce maintien de la paix se transformera en domination globale des Romains. Durant le 1er siècle avant notre ère, la piraterie était cependant devenue un phénomène majeur en Méditerranée. Et d'ailleurs, on constatera que, à travers l'histoire, c'est toujours quand il y a absence d'hégémonie, quand aucune grande puissance n'est capable de s'imposer, qu'un secteur ou une région devient dominé par les pirates. En fait, la piraterie, c'est un peu une domination par défaut. C'est le général romain Pompée qui, en moins 67, mandaté par le pouvoir, organise une gigantesque répression de la piraterie qui se solde par son annihilation presque totale. Jusqu'à la fin de l'Empire romain, le commerce maritime sera assuré dans une véritable Pax Romana. Vient ensuite le tour de Byzance. Selon Cyril Coutançais, le déclin de l'Empire romain d'Orient réside à partir de 476 dans le fait de trop se focaliser sur la restauration d'un empire méditerranéen et de vouloir réhabiliter l'empire à l'ouest. Si Justinien y parvient partiellement au VIe siècle, ce tropisme occidental fait négliger par les empereurs successifs les marches orientales de l'empire, ce qui va causer à terme son déclin. Passé les grandes invasions, Justinien aurait en effet pu faire le choix de se tourner résolument vers l'Orient, en concentrant ses forces contre les Perses, s'assurer la maîtrise de la mer Rouge, ou veiller à ce que les remuantes tribus d'Arabie ne deviennent pas trop agressives. Tenus dans un certain mépris, les Mahométans conquièrent petit à petit de nouveaux territoires. Les Vikings, quant à eux, se démarquent par le fait que leur empire n'en a pas vraiment été un en réalité. Obsédés par la razzia et la création de comptoirs commerciaux, ils ne parviendront jamais, ni même ne souhaiteront créer d'empire viking véritablement cohérent. D'ailleurs, ils s'assimilaient souvent, rapidement, aux populations qu'ils envahissaient et pillaient, comme ça a été le cas en Angleterre notamment. Leur autre particularité, c'est d'être passés maîtres dans la navigation fluviale. Leur technique de pillage consistait dans la remontée des fleuves en Europe de l'Ouest, donc la Tyne, la Trent en Angleterre, ou encore la Loire et la Seine en France, où les monastères étaient leur cible favorite, mais également en Europe orientale, où ils naviguaient sur le Don ou encore la Volga, à l'aide de dracars spécialement conçus pour les cours d'eau. Ce sujet des Vikings, Historiapolis l'a évoqué dans une autre vidéo, également dans le cycle sur l'histoire de la philosophie, que vous pouvez voir si vous le souhaitez, avec encore une fois ici un lien en haut à droite de la vidéo. Si les Danois et Norvégiens, qui étaient partiellement confondus d'ailleurs, se sont tournés vers l'ouest, les Suédois, eux, se tournent vers l'est. Les Norvégiens ont eu un tropisme un peu plus aventurier que les Danois et ils se sont rendus en Amérique, sans cependant la coloniser, en fait surtout pour y chercher du bois, jusqu'en 1200-1300 environ, époque où le refroidissement du climat va les empêcher de poursuivre leur route maritime. Les Vikings descendent aussi jusqu'en Méditerranée et particulièrement en Sicile. Certains descendants des Normands vont même pousser jusqu'à Antioche, où ils fonderont une principauté chrétienne dans le contexte des croisades. Il faut enfin remarquer que si le gigantesque mouvement de piraterie développé par les Vikings a pu être aussi florissant, c'est parce qu'il a connu son essor dans la longue période de transition du Haut Moyen-Âge, quand Rome n'assurait plus la sécurité et que les empires maritimes atlantiques ne s'étaient pas encore constitués. D'ailleurs, les routes commerciales établies par les Vikings ont un rôle important dans l'explication de la formation des nouveaux pôles économiques médiévaux. L'essor économique de l'Angleterre, en particulier de Londres, et des ports flamands leur doit beaucoup. On en arrive maintenant au cœur des puissances maritimes médiévales. Et à ce titre, comment ne pas évoquer la splendide et sérénissime République de Venise ? Il est difficile de ne pas faire la comparaison entre Venise et Carthage. Au même titre que Carthage était une ancienne colonie phénicienne qui a pris son envol pour devenir la reine de la Méditerranée occidentale, Venise, fondée en 568 par des sujets de l'Empire byzantin qui fuyaient l'invasion des Lombards germaniques, va s'attacher à constituer un empire commercial et une flotte impressionnante attirée par l'Orient.
En beaucoup d'aspects, elle s'estime fille de Byzance et s'évertue à en perpétuer l'esprit sur la péninsule italique. C'est d'ailleurs Venise qui, en 1204, est à l'instigation de la célèbre et funeste déviation de la 4e croisade, qui se termine en sac de Constantinople. Sac qui, s'il fut principalement réalisé par les Français, devait largement avantager les intérêts économiques et culturels de la Sérénissime, avec notamment la création de l'Empire latin d'Orient. En fait, Venise devait même à ce moment remplacer Constantinople comme porte d'échange entre Orient et Occident sur la Méditerranée. Pour comprendre la forme stratégique de l'ascension vénitienne, il faut intégrer le concept de collier de perles, synthétisant l'idée d'un empire qui est en fait une succession de comptoirs et de places fortes le long des côtes. Venise en domine un grand nombre le long de l'Adriatique balkanique, jusqu'aux îles Égéennes en passant par la Crète. Les possessions territoriales vénitiennes sont divisées en 3 entités. Le Dogado, donc littéralement le Doga, c'est-à-dire la ville de Venise et sa lagune. Le Stato da Terraferma, les terres possédées par Venise à l'intérieur de l'Italie du Nord, soit plus ou moins la région italienne actuelle de Vénétie. Et le Stato da Mar, une sorte de Venise d'outre-mer, de la proche Istrie jusqu'à Chypre, en passant par Andrinople, à côté de Constantinople. La flotte commerciale vénitienne qui contrôle l'économie méditerranéenne est divisée en 3. Une flotte de la mer Noire, elle-même divisée en 2, l'une qui remonte sur les fleuves russes, assurant le lien avec les Mongols, Tatars et Slaves, et l'autre qui relie Trébizonde, donc aujourd'hui Trabzon en Turquie, et la côte pontique menant par là au Caucase. Une deuxième flotte au Levant, la flotte du Levant, assurant le lien avec la Syrie, la Palestine et les royaumes arabes, et une flotte égyptienne, la plus importante, qui opère le lien avec la mer Rouge, et par là l'Inde et la Chine. L'une des grandes nouveautés techniques vénitiennes, c'est la création de l'Arsenale Nuovo, le grand arsenal de la ville, qui est peut-être la première base navale totale au sens moderne du terme. Auparavant, les ports n'étaient pas pensés pour centraliser l'intégralité tant des processus de construction et de combat naval que d'organisation de la marine commerciale. Avec l'arsenal de Venise, c'est désormais chose faite. Les Vénitiens sont également maîtres dans l'art de la rotation des navires et du calcul minutieux du contenu des cargaisons. Enfin, il convient de rappeler que les cités italiennes ont une importance cruciale dans les croisades, en particulier parce qu'elles fournissent la logistique, la nourriture et les moyens de transport au prix d'une taxe élevée. Donc on le voit très bien, et c'est une particularité des grands empires maritimes dans l'histoire. Comme je l'ai dit en introduction, les thalassocraties ne sont jamais seulement des puissances militaires, ce sont avant tout des cités, des États destinés au commerce, qui ont joué un grand rôle dans le développement du capitalisme et l'accélération de la modernité. Tandis que Venise demeure résolument tournée vers une Méditerranée orientale qui déclinera progressivement à partir du XVIe-XVIIe siècle, Gênes, la superbe, tournée vers l'Espagne, va profiter de la découverte de l'Amérique et de l'essor de l'Atlantique. Initialement, les 2 villes dominantes sur la côte ouest italienne sont Gênes et Pise. Pise est même longtemps plus puissante que Gênes, mais cette dernière parvient à la fin du XIIIe siècle à s'emparer de la Corse et de la Sardaigne, grenier à blé important, et à restreindre les activités pisanes par la prise de Livourne. Sur le plan politique, si Venise se caractérise par un État fort, moderne et rationnellement organisé, Gênes est une véritable oligarchie d'armateurs au fonctionnement plus opaque. Si Venise a été la cité italienne la plus active en Méditerranée orientale et en mer Noire, Gênes, pendant longtemps, n'a pas été en reste. Ainsi, la majeure partie des villes de la Crimée ou proches de cette région, qui n'avaient pas été fondées par les Grecs antiques ou qui ne seront pas fondées plus tard par les Russes, ont été édifiées par les Génois. C'est le cas notamment de Yalta. Constanța, sur le rivage roumain, doit largement son développement aux Génois, qui étaient intéressés par l'embouchure du Danube. Mais la désorganisation étatique génoise affaiblit la cité. La défaite à la guerre de Chioggia en 1381, qui mène à l'expulsion des Génois de Méditerranée orientale, lui doit en grande partie ses causes dans le contexte des affrontements urbains entre Guelfes et Gibelins. Après cela, les Génois vont être parmi les premiers explorateurs de l'Atlantique, avant de se voir dominés par des Espagnols libérés du joug musulman et géographiquement mieux placés. La figure génoise la plus célèbre de l'histoire, c'est évidemment Christophe Colomb. Mais on ne peut pas s'intéresser aux grands empires maritimes de l'histoire sans jeter un coup d'œil aux empires non issus de la Méditerranée.
Et le point commun de ces empires extra-méditerranéens, qu'on parle du Japon, de l'Inde, de la Chine ou encore du monde musulman, c'est qu'ils sont, à leur manière, des empires maritimes manqués. Ils ne sont jamais parvenus, pour des raisons différentes, à se constituer en tant qu'empire, alors qu'ils étaient non seulement des puissances redoutables, mais qu'ils disposaient d'une avance technologique certaine sur les Européens. Le premier exemple, c'est celui des puissances musulmanes. Elles ont réussi à se tailler des empires terrestres gigantesques dès le 7e siècle, comme les Abbassides ou encore les Omeyyades. Pourtant, leur relation à la mer a plutôt été associée à l'établissement de comptoirs et de voies commerciales, en premier lieu sur les côtes d'Afrique orientale, vers lesquelles les vents permettaient toujours une navigation simple, conditionnant notamment un intense trafic d'esclaves. Si, par les relations marchandes, les Arabes ont réussi à convertir à l'islam leurs clients jusqu'à l'Indonésie, leur esprit était fondamentalement celui des cavaliers du désert. En fait, comme puissance musulmane, seul l'Empire ottoman a édifié une flotte importante, mais celle-ci a été consacrée à la défense du cœur de l'Empire, et comme son prédécesseur byzantin, la Sublime Porte n'a jamais pu définitivement choisir entre Est et Ouest la direction du déploiement de sa puissance. On peut lire tout cela dans Pourquoi l'Empire ottoman d'Olivier Bouquet, un livre très intéressant sur l'histoire de cet empire. La défaite à la bataille de Lépante en 1571 va confirmer la fermeture de la Méditerranée occidentale pour les Turcs. Concernant l'Inde, si son apogée va durer moins de 100 ans, le XIe siècle principalement, l'empire Chola est celui qui a porté la présence maritime indienne à son sommet. Les Tamouls, en fait, ont toujours été les plus grands marins de l'espace indien, disséminés entre l'île de Ceylan, donc l'actuelle Sri Lanka, et le Tamil Nadu, la pointe sud-est de l'Inde. En réalité, il est intéressant de noter que l'absence historique des Indiens sur les mers est en partie explicable par un facteur religieux. Dans l'hindouisme, le concept de Kalapani, donc en français l'eau noire, empêche la navigation lointaine sous peine de perdre la pureté conférée par les eaux sacrées du Gange. La conséquence, c'est la perte du statut de caste et la mise au ban. Donc ça explique notamment la prise en charge du commerce maritime indien, d'abord par les Arabes, puis vers 1500 par les Européens. Un événement majeur, c'est la bataille de Diu en 1509. Les Portugais y affrontent une flotte d'Égyptiens mamelouks au large de la côte occidentale indienne et l'abattent, ce qui marque le retrait définitif des Arabes du commerce maritime avec l'Asie, en dépit de l'importance relative des flottes mises en jeu. Et ce sont donc les Européens, et notamment les Portugais, dans un premier temps, qui vont rafler la mise. La Chine, de son côté, a toujours maintenu un intense trafic maritime, mais qui n'a jamais vraiment dépassé ses limites historiques, et notamment le détroit de Malacca au sud. La grande période des ambitions chinoises est celle des Song du Sud, entre 960 et 1279, et surtout ensuite de la dynastie mongole des Yuan, entre 1271 et 1368, qui développe une flotte aussi expansionniste que développée techniquement. Sous Kubilai Khan, à la fin du XIIIe siècle, les Chinois échouent à prendre le Japon, mais débarquent victorieusement en Indochine et atteignent presque Malacca. Cependant, sous la dynastie Ming, va s'opérer un repli qui favorisera largement les conquêtes européennes. Ce repli est considéré comme ayant trois raisons principales, respectivement stratégiques, économiques et philosophiques idéologiques. Stratégiquement, la Chine est surtout préoccupée par les invasions mongoles venant du nord-ouest. La majorité des forces et des investissements est donc concentrée dans ce secteur, en particulier le long de la Grande Muraille. Économiquement, la Chine est à peu près autosuffisante, rien ne la pousse donc à l'aventure ultramarine. Et enfin, idéologiquement, l'époque est marquée par le néo-confucianisme. Face à l'essor d'un bouddhisme de plus en plus perçu comme menaçant et nihiliste, le confucianisme doit se réinventer et opère un certain retour à la tradition, tout en fournissant une réponse au bouddhisme. C'est comparable, toute proportion gardée évidemment, à la contre-réforme catholique, face à l'essor du protestantisme à peu près à la même période. Et ça se concrétise par un repli relatif sur l'espace chinois, bien qu'il ne soit sûrement pas aussi radical qu'on l'a souvent analysé. De ce fait, c'est alors le Japon qui profite en Extrême-Orient des atermoiements chinois. En fait, dans la période, selon les référents européens de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, le Japon connaît trois périodes distinctes. Une première période d'anarchie intérieure et de piraterie maritime, le tout marqué par un piètre développement technique.
Une seconde période marquée par la restauration d'une autorité interne et les contacts avec les Européens menant à une forte émulation technologique. Et une troisième période correspondant à une crispation provoquée, comme en Chine, par une influence spirituelle extérieure, le christianisme. Après l'invasion chinoise, en fait mongole, ratée de 1274, s'ouvre une ère de 3 siècles où les Wako japonais, qui sont des sortes de pirates, tels les Drengr vikings, opèrent de nombreux raids, d'abord en Corée, en particulier sur les côtes et dans l'intérieur par les vallées fluviales, puis sur le littoral chinois et le long du fleuve Bleu. C'est Hideyoshi, noble seigneur de guerre japonais, qui remet en ordre l'île et inaugure l'époque d'Edo, qui durera jusqu'en 1868. Les contacts européens se multiplient, surtout avec les Portugais et les Néerlandais. Le Japon accepte l'influence technique européenne, mais se montre beaucoup plus réticent à la pénétration des idées. En 1637, la rébellion chrétienne de Shimabara, près de Nagasaki, fait presque 40 000 morts. Dès lors, par peur du chaos, le Japon se referme à toute influence extérieure, ce qui durera jusqu'à l'ère Meiji. Voilà, on arrive donc à la fin de cette première vidéo sur l'histoire mondiale des grands empires maritimes, consacrée plutôt à la période antique et médiévale. Dans la prochaine vidéo, et je pense que cette série en comportera 2, on abordera l'histoire des grands empires maritimes modernes et contemporains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, je vous encourage à la liker, à commenter et à la partager. A bientôt sur Historiapolis.